Bonjour, bienvenue dans cette introduction à la conductimétrie. Dans cette vidéo, on va comprendre comment allumer une ampoule à travers une solution. Je m'explique, regardez cette vidéo. On y voit ce qu'on appelle un électrolyseur, donc avec deux électrodes ici. On y verse une solution. Cet électrolyseur est relié à un générateur, un interrupteur et une ampoule. En fermant l'interrupteur, l'ampoule s'allume, ça veut dire que le courant arrive à circuler dans le circuit. Pourtant, à un moment, il y a une solution dans le circuit. Donc le courant ne devrait pas passer. Donc s'agit-il de magie? Je ne pense pas. Avant de faire d'autres expériences pour mieux analyser la situation, on va schématiser ce qui s'est passé. On a donc une image figée de l'expérience et un exemple de schématisation ici. On retrouve donc le générateur continu ici, l'ampoule, et ce qu'on appelle un électrolyseur. C'est une cuve que l'on va pouvoir remplir de fluides divers. Et surtout, c'est une cuve dans laquelle on va avoir deux électrodes. On va mettre un ampèremètre pour mesurer l'intensité qui arrive à circuler dans le circuit. Ça nous permettra de savoir justement si le courant parvient à passer. L'ampèremètre qu'on a ici. Et ensuite, un interrupteur. Donc l'interrupteur ici, vous le retrouvez donc ici, c'est ce qui permet d'ouvrir ou de fermer le circuit. Allez, c'est parti. Maintenant que vous avez compris le principe de la manip, on va changer les solutions dans l'électrolyseur et puis on va regarder si elles sont conductrices ou non. Ensuite, on compilera tout ça dans un tableau et on conclura. Analysons déjà ce qui se serait passé si on n'avait mis aucun fluide dans l'électrolyseur. Donc, ici, on peut voir, avant de mettre un liquide à l'intérieur, que l'intensité ici est de 1,9 mA. D'accord? Donc vous voyez constater ici qu'il n'y a rien dans la cuve, en fait, il y a de l'air entre les deux électrodes ici. Le circuit étant fermé, l'ampoule ne s'éclaire pas. Autrement dit, l'air est ce qu'on appelle un isolant, puisqu'il ne permet pas au courant de passer de cette électrode à cette électrode. Observons ce qui se passe lorsqu'on remplit l'électrolyseur avec de l'eau distillée. On remplit l'électrolyseur. On constate que l'ampérage est légèrement modifié. On est toujours en milliampères. On ferme le circuit. Ici, l'ampoule ne s'éclaire pas. On peut donc dire que l'eau distillée, comme l'air, est un isolant. Essayons maintenant avec de l'eau minérale. Ou de l'eau du robinet, ça marchera aussi. On remplit. On va fermer le circuit. Et là, on a quand même beaucoup plus de courant que tout à l'heure. On a 36 mA, ou 36,3, bon, à peu près. Par contre, l'ampoule ne brille toujours pas. On peut donc dire que le courant ne passe pas. Pas vraiment. Faisons le test maintenant à l'eau salée. Donc une solution qu'on a remplie avec pas mal de sel. On a dissous du sel à l'intérieur. On va fermer le circuit comme d'habitude. Et là, on constate que l'ampoule brille bien comme il faut. Et on a un ampérage beaucoup plus important, presque 200 mA. Testons maintenant la activité de l'eau sucrée. Donc une solution de saccharose versée dans l'électrolyseur. On ferme le circuit. On voit qu'on a 5 mA. L'ampoule, elle, ne brille toujours pas. Avec une solution de sulfate de cuivre maintenant. Vous reconnaissez bien cette couleur bleue. On remplit le cristallisoire, l'électrolyseur. On va fermer le circuit. Donc là, l'ampoule brille un peu moins bien qu'avec l'eau salée. On était à 117,2 mA, voire 118, disons ça. Bon, bref. L'ampérage est suffisant en tout cas pour allumer l'ampoule. Alors, bilan des observations. Premier milieu testé, l'air. On a vu que l'ampoule restait éteinte,
L'intensité était de l'ordre de 2,1 mA. On a donc dit que l'air était isolant. La composition de l'air, c'est du dioxygène, du diazote, etc. Deuxième milieu testé, l'eau distillée. Alors bon, j'ai mis eau pure. Bon, eau distillée, on avait une ampoule qui n'était pas allumée, une intensité quasiment égale à l'air. On peut dire que le milieu était donc isolant. Composition de l'eau distillée, donc en grosse majorité H2O. Eau minérale maintenant. L'ampoule était toujours éteinte, 35,7 mA. Elle est quand même qualifiée d'isolant, puisque l'ampoule ne s'allumait pas. Et elle est constituée d'ions divers. L'eau sucrée maintenant. L'ampoule toujours éteinte, 0,5 mA, c'était un isolant. Et voilà la composition, je rappelle que c'était du saccharose, donc c'est une molécule de saccharose. L'eau salée. Alors là, on avait une ampoule bien brillante, 167,2 mA, c'est pour ça qu'on avait une belle intensité lumineuse. Le milieu était bien sûr conducteur, sans aucun doute, et il contenait les ions Na+, et Cl-, donc du chlorure de sodium que vous connaissez bien maintenant. Et le dernier milieu testé, la solution de sulfate de cuivre, qui permettait d'avoir une ampoule lumineuse également, 117,2 mA, le milieu était conducteur, et voici la composition des ions dans la solution. Donc, si on essaie d'analyser un peu ces résultats, on constate quoi? Que finalement, à chaque fois qu'ici on a quelque chose de moléculaire, comme ici dioxygène, diazote, H2O ou le saccharose, finalement l'ampérage était très faible, 0,50 mA, 2,1, donc un ampérage assez faible. Par contre, dans l'eau minérale et dans le sulfate de cuivre et l'eau salée, à chaque fois qu'il y avait des ions, finalement, la quantité de milliampères augmentait. Il y a donc un lien direct entre les solutés qu'il y a dans la solution et la facilité de conduire le courant. Lorsqu'on avait des molécules, le milieu était isolant, ce qui voudrait dire que les molécules ne permettent pas la conduction du courant. Et lorsqu'on avait des ions, le milieu était dit conducteur, c'est-à-dire que les ions participent à la conduction du courant. On va voir comment. On vient de voir qu'il fallait absolument avoir des ions en solution pour que le courant puisse circuler dans le circuit. En fait, chaque ion va être caractérisé par ce qu'on appelle sa conductivité molaire ionique. On la note lambda, cette grandeur, elle est en millisiemens mètre carré mol moins 1, et elle traduit la capacité d'un ion à conduire le courant en solution. Plus le chiffre est grand, plus le ion permettra de conduire le courant en solution. Par contre, moi j'ai quand même une question, parce que regardez, l'eau salée ici, on a vu qu'elle permettait une grosse conductivité, 167,2 mA, alors que l'eau minérale, elle, qui possède des ions divers, n'était qu'à 35,7 mA. Mais si on regarde l'étiquette de plus près, on constate qu'il y a également des ions sodium et des ions chlorure. Donc pourquoi est-ce que l'eau minérale ne permet pas d'avoir une conductivité aussi importante? Eh bien tout simplement parce que en fait, si on regarde l'unité de la conductivité molaire ionique, on constate qu'elle dépend du nombre de moles qu'il y a dans la solution. Donc plus on va avoir de quantité de matière d'ions, plus la conductivité sera importante. Et ça va nous permettre de quantifier mathématiquement la conductivité d'une solution, puisque tout simplement, cette conductivité, notée sigma ici, elle est égale à la somme du produit des conductivités molaires ioniques avec la concentration de chaque ion. Donc en millisiemens mètre carré mol moins 1 pour la conductivité molaire ionique, multiplié par des moles par mètre cube, donc pour chaque ion présent, donc on fera la somme de ce produit pour chaque ion, et on aura donc la conductivité en Siemens par mètre. Par contre, cette unité, Siemens par mètre, m'intrigue, donc on va l'étudier tout de suite. Siemens par mètre, ça veut dire qu'à chaque mètre, on a une conductivité différente. Donc on va vérifier ça tout de suite avec une expérience. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc ici, comme tout à l'heure, un générateur. On a deux électrodes. Alors vous voyez, c'est une petite cuve maison. Hein. Donc on a mis deux plaques conductrices ici. On a un cristallisoire dans lequel on a mis de l'eau distillée. On a un agitateur dessous. Et on a relié un ampèremètre et un voltmètre au circuit. Donc, regardez bien les valeurs de l'ampèremètre et du voltmètre.
Et on va venir rajouter un peu de solution saline, hein, donc du Na+, et du Cl-, dans notre cristallisoire. L'agitation permet aux ions de se mouver dans la solution et constater que l'ampérage augmente fortement. Jusque-là, rien d'anormal. Je rapproche les plaques. Et là, regardez l'ampérage qui augmente considérablement. Ça veut donc dire que, effectivement, la conductivité va dépendre de la distance entre les électrodes. En labo, vous allez utiliser donc le même principe qu'on va modéliser et puis surtout miniaturiser pour que vous puissiez faire des mesures. On va donc utiliser ce type d'électrode, donc qu'on appelle un conductimètre tout simplement. Constatez donc que c'est ça ressemble un peu à un pH mètre, sauf qu'au lieu d'avoir une boule au bout en verre, eh bien on a deux plaques qui seront protégées dans du plastique en fait. C'est des plaques de platine qui vont permettre de jouer le rôle des électrodes, comme dans l'électrolyseur. Mais une question qu'on peut se poser, c'est comment le courant fait-il pour passer par la solution? Est-ce qu'on a quoi, un flux d'électrons qui va passer en solution? Allez, voyons ça tout de suite. Alors, sur cette vidéo accélérée, vous allez voir le résultat d'un dépôt, enfin plutôt de deux dépôts qu'on a fait dans cette petite boîte de pétri là. Donc, on a du sulfate de cuivre pour avoir une couleur bleue au milieu, et on a aussi du permanganate de potassium, donc cette couleur magenta, hein, MnO4- caractéristique, et on a mélangé les deux au milieu de la boîte de pétri. On a actionné le générateur et là on constate une migration des ions. On voit que les ions MnO4- vont se déplacer vers l'électrode positive alors que les ions Cu2+ vont se déplacer vers l'électrode négative. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, on va en conclure que c'est différent de la conductivité le long d'un câble électrique, par exemple, où en fait le flux d'électrons va assurer la conductivité du courant, tout simplement, alors que dans une solution, c'est en fait la migration des ions entre les électrodes qui va assurer la conductivité de la solution. En fait. Qu'on soit bien d'accord, les électrons ne circulent pas dans la solution. C'est vraiment la migration des ions qui va faire que la solution est conductrice. Donc qu'on soit bien d'accord, ce que je ne veux pas voir sur une copie si jamais c'était demandé, c'est le schéma d'électrolyseur comme ceci, et lorsque j'allume le générateur, l'électron qui part de la borne négative, en faisant son petit bonhomme de chemin, en sortant de l'anode, en traversant tranquillement la solution, pour retrouver la cathode. Attention, je ne veux pas voir ça. Pour le prochain cours, je vous invite à essayer de trouver un moyen de doser les ions chlorure dans le lait, pourquoi pas en vous inspirant de ce qui a été fait en spectrophotométrie. Petit clin d'œil. Allez, à bientôt.